Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'AIVP. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints en ligne. Bienvenue à tous les participants et aux panélistes. Je suis Théo Fortin, donc de l'équipe de l'AIVP, et je suis accompagné de Bruno Delsal, directeur général de l'AIVP. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, merci de votre confiance, c'est toujours un plaisir pour nous de voir votre mobilisation quand on propose effectivement des moments d'échange. Donc voilà, aujourd'hui nous allons consacrer ce moment à l'océan Indien et je n'en dis pas plus, tout de suite, mais ça s'annonce très riche. Merci Bruno. Un point technique pour les personnes qui sont anglophones. For English speakers, you can click on the interpretariat button at the bottom of your screen. You will have access to simultaneous translation because some speakers will express themselves in French. Et lorsque des intervenants s'exprimeront en anglais, vous pourrez cliquer sur le bouton interprétariat sur le bas de votre écran afin d'obtenir une traduction simultanée en français. Donc, sans plus attendre, je vais proposer un ordre du jour pour ce webinaire. L'objectif est de vous donner un maximum d'informations sur les réflexions qui sont engagées par l'AIVP avec l'Association des ports de l'océan Indien et le soutien de l'Agence française de développement depuis un peu plus d'1 an. Nous avons donc pour le propos liminaire de ce webinaire, Madame Patricia Aubras, directrice régionale de l'Agence française de développement dans l'océan Indien. Madame Aubras, si vous nous recevez, je vous propose de pouvoir développer votre introduction. Nous avons votre PowerPoint qui normalement s'affiche ou va s'afficher à l'écran. D'accord. Donc, bonjour à toute l'Assemblée. Donc, en préambule, merci pour cette invitation et de nous laisser en fait la possibilité de nous exprimer cet après-midi sur ce sujet. Donc, on m'a demandé de vous faire une petite présentation assez brève de l'Agence française du développement et puis après, on laissera la place au dossier du jour, à savoir la suite, le contenu et résultats de l'étude financée sur fonds AFD pour les ports verts. Donc, rapide présentation. Donc, Patricia Aubras, je suis directrice régionale de l'océan Indien pour le groupe Agence française de développement, lequel groupe qui inclut 2 filiales, notre filiale secteur privé, la Proparco, et notre filiale portant les expertises techniques, Expertise France. Donc, l'AFD est un EPIC d'État qui fonctionne, qui est sous la tutelle de 3 ministères de rattachement, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Outre-mer. Et nous avons notre Parlement français qui exerce aussi un contrôle régulier sur nos activités. Donc, l'action de l'AFD s'inscrit dans le cadre des 17 objectifs de développement durable, les fameux ODD, fixés par les Nations Unies pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices, faire face au changement climatique et construire un monde en commun à l'horizon 2030. Donc, notre activité est structurée structurée au sein d'une stratégie, d'un plan d'orientation stratégique 2018-2022. Nous travaillons actuellement sur notre prochain plan d'orientation stratégique dans un contexte, un plan d'orientation qui a été, je dirais, élaboré dans un contexte de profond renouvellement de l'agenda international en matière d'aide, qui s'articule autour des ODD et de l'accord de Paris. Donc, une nouvelle ambition et portant une nouvelle ambition du gouvernement français, à savoir porter le financement de l'aide publique au développement de la France à 0,55% de son revenu national brut. Donc, l'enjeu pour nous, donc la création d'un plan d'orientation stratégique,
qui s'articule autour de 3 engagements structurants et qui fondent en fait, qui conduisent toutes nos opérations et nos interventions. Donc 100% accord de Paris, donc la place du climat est essentielle dans nos interventions. 100% lien social, donc en lien avec tout ce qui est, je dirais, le traitement des vulnérabilités, des différences, des sujets de genre, l'appui à la jeunesse, les sujets d'éducation, de santé. Donc, le développement en 3D, défense, diplomatie, développement, donc un positionnement surtout mis en exergue dans les pays sahéliens. Priorité aux acteurs non souverains. Bon, l'AFD est très connue pour le financement des politiques publiques portées par les États, mais nous avons, je dirais, une priorité de plus en plus affichée en faveur des acteurs non souverains, notamment en faveur du secteur privé. Et réflexe partenarial, travailler avec tout un chacun, pas uniquement les États, mais avec les sociétés, avec la société civile, avec les banques publiques de développement, avec le secteur privé. Donc, brièvement, quelques chiffres. Donc, l'AFD en 2021, c'était 12,2 milliards d'euros d'engagement, à peu près le même chiffre pour l'année 2022. Une activité en croissance, donc plus de 47% par rapport à 2000, plus 47% depuis 2015. Donc, nous avons au portefeuille à peu près 4000 projets, 3000 collaborateurs à travers le monde, incluant notre réseau et notre siège, 17 directions régionales et interventions dans un peu plus de 115 pays. Notre activité... Mettre la suite. Donc, au niveau de la répartition de nos engagements, de notre activité, donc l'Afrique représente 43% de nos engagements, donc action prioritaire pour le continent africain. Et pour recentrer notre intervention d'aujourd'hui, donc l'outre-mer qui se situe au sein du département 3 océans représente à peu près 11% des engagements du groupe AFD. La direction régionale océan Indien, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, donc couvre 7 territoires du sud-est de l'océan Indien, 3 territoires français, donc Mayotte, Réunion, les TAF, et 4 États étrangers, donc Madagascar, les Comores, l'île Maurice et puis les Seychelles. Donc, nous avons 5 agences implantées sur la zone, à peu près 87 agents, pour un niveau d'engagement, je dirais, depuis 2018, qui est de l'ordre de 1,7 milliard d'euros. Donc, on a à peu près 250 projets en cours d'exécution dans ce portefeuille au sein de la direction régionale océan Indien. Et voilà. Donc, direction régionale implantée depuis 2018, sachant que nos agences sont là depuis plusieurs années, pour certaines les plus anciennes depuis un peu plus de 75 ans. Activité qui se déroule autour d'une stratégie régionale construite avec nos partenaires sur ce périmètre, qui porte, comment dire, avec quatre piliers. Donc, un pilier qui concerne en fait tout ce qui est développement durable, l'appui aux filières d'économie bleue, d'économie verte et circulaire, voilà. La construction des sociétés inclusives au service des populations, donc ce que je vous disais en introduction, un prisme sur l'éducation, la formation professionnelle, la santé, l'égalité femmes-hommes, et puis le travail sur tout ce qui est cadre de gouvernance publique beaucoup plus inclusive, plus protecteur. Des projets en matière de justice, de migration et sur le secteur commercial. Là. Et pour finir, un axe qui est, qui est vraiment au cœur de l'activité de la direction régionale, c'est la promotion de l'intégration régionale des territoires, je dirais,
des territoires français au sein de leur bassin d'implantation, c'est-à-dire comment mieux assurer l'intégration régionale de nos départements d'outre-mer dans ce bassin du sud-ouest de l'océan Indien. Donc, l'AFD et le secteur portuaire, je dirais que c'est une histoire très ancienne. L'AFD est un financeur historique du secteur portuaire, avec une trentaine de projets financés sur la période récente pour un montant global d'engagement de l'ordre d'un petit peu plus de 800 millions d'euros. Donc, avec un focus très particulier sur la France et les trois océans, à savoir les départements d'outre-mer. Comme vous pouvez le voir sur la carte, l'AFD est un partenaire privilégié des ports africains et des ports insulaires. Notre stratégie dans ce secteur consiste à désenclaver les territoires afin d'assurer leur bonne intégration dans les échanges internationaux, ce qui nécessite des investissements dans des infrastructures portuaires à proprement parler, des quais, des digues de protection, le dragage, l'approfondissement des voies d'accès, des équipements de manutention. Une stratégie aussi qui consiste à favoriser l'effet d'entraînement des plateformes portuaires sur le développement équilibré des territoires, en s'intéressant plus particulièrement aux relations entre les ports et les villes portuaires et entre le port et son hinterland, ainsi qu'à la recherche de synergies entre les acteurs de l'écosystème portuaire afin de tirer des bénéfices, je dirais, les plus optimisés pour les économies locales. Une stratégie aussi qui vise à améliorer la performance globale du secteur portuaire en cherchant des gains d'efficacité le long des corridors logistiques régionaux. L'AFD finance par exemple des appuis aux opérateurs publics pour optimiser la gestion technique et financière ou pour faciliter ce qu'on appelle le passage portuaire. Cette stratégie aussi nous permet aussi de contribuer à l'amélioration de la sécurité et de la sûreté du transport maritime et d'accélérer en fait la transition écologique et énergétique des ports, qui est un enjeu majeur pour notre groupe et lequel fait l'objet du partenariat que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce titre? L'AFD soutient la transition des ports. Donc, l'AFD a fait de la transition écologique et énergétique des ports un de ses axes d'intervention prioritaires dans le secteur. En effet, les infrastructures portuaires sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique, comme M. Beignet vous l'exposera plus tard, ce qui nécessite d'importants investissements d'adaptation, comme l'AFD le fait aux Comores en cofinançant par exemple avec la Banque mondiale le nouveau brise-lames du port de Moélie. S'il s'agit d'un mode de transport très efficient à la tonne transportée, le transport maritime contribue néanmoins à hauteur de 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec une forte tendance à la hausse. Ainsi, il est important pour nous, d'investir dans l'atténuation des émissions du secteur afin de réaliser les objectifs de l'accord de Paris, notamment en finançant la stratégie de la transition de nos infrastructures vers des énergies moins carbonées et en l'accompagnant dans la réduction de sa consommation. Donc là, c'est tout le travail que vous êtes amené à faire sur les sujets d'efficacité énergétique, comme nous le faisons actuellement, par exemple, en Tunisie, avec l'Office portuaire de la Tunisie. Les ports sont souvent situés dans les villes et engendrent beaucoup de nuisances pour les riverains, que ce soit de la pollution de l'air, du bruit ou des vibrations, qu'il est important de mesurer et de réduire. C'est ce que l'AFD soutient aux ports autonomes de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Enfin, je dirais que compte tenu des enjeux
évoqué. Afin d'accompagner les ports des îles de l'océan Indien dans leur développement durable, il a semblé pertinent à l'AFD de soutenir financièrement ce partenariat avec la POI et la IVP, afin de mieux comprendre les principaux risques et opportunités que les ports de la zone devront prendre en compte et pourront exploiter pour continuer à assurer leur rôle vital pour nos économies insulaires à l'aune du changement climatique. Donc, voilà un petit peu les principaux, je dirais, messages qu'on souhaitait, au nom du groupe AFD, partager avec vous. Merci beaucoup, Madame la directrice régionale Océan Indien. Merci pour cette présentation d'introduction. Je pense effectivement que ce partenariat est assez structurant pour les travaux de la PIOI, mais s'inscrit aussi dans une continuité avec des travaux déjà engagés depuis quelques années par l'AIVP en partenariat avec les ports de l'océan Indien, ainsi que les villes et les autres entreprises de la sous-région qui sont membres de notre association. Et c'est à ce titre-là que je propose à Bruno Delsal, notre directeur, de dire quelques mots sur l'AIVP dans l'océan Indien, en complément de ce que Madame la directrice régionale AFD a exposé à l'instant. Merci beaucoup, Théo. Oui, effectivement, donc cette dynamique collective de l'AIVP en océan Indien, elle remonte déjà à plusieurs années. Donc, vous pouvez voir sur le slide qu'aujourd'hui, effectivement, le réseau d'adhérents, en particulier dans la zone sud-ouest de l'océan Indien, est très forte au niveau des implantations, donc qui concerne toutes les principales îles, mais aussi des pays comme l'Afrique du Sud ou le Mozambique. En fait, cette activité forte dans cette sous-région, elle remonte à une dizaine d'années et la volonté qui s'est exprimée par les acteurs de la zone de mener une expérience pilote avec nous en créant durant 3 ans un observatoire des villes portuaires de l'océan Indien. Observatoire qui a travaillé notamment sur 2 sujets dans cette période-là. Un premier sujet, c'était sur la structuration de la filière pêche dans les différentes villes portuaires de la zone. Et le deuxième sujet s'attachait à regarder comment ce bassin océanique pouvait être aussi un marché de niche pour la croisière, activité qui était en plein boom et qui est toujours en plein boom depuis que l'on a passé la crise sanitaire. Malheureusement, pour diverses raisons, et en particulier des raisons budgétaires, il n'a pas été possible pour l'AIVP de maintenir cette structure observatoire, mais ça ne nous a pas empêché de continuer de travailler avec nos partenaires, notamment en 2018, où on a monté un séminaire en collaboration avec l'AFD, et donc ça correspondait, comme Madame Aubras l'a rappelé, à la création de la direction régionale Océan Indien. Un séminaire qui a porté effectivement sur ces questions des villes portuaires, en partenariat avec l'AFD, et je remercie à ce niveau Monsieur Marc Dubernay, qui est aujourd'hui parti comme directeur régional de l'océan, de la zone plutôt atlantique, mais qui nous avait mis, je dirais, ce partenariat en place, et mon prédécesseur Olivier Lemaire. Ce partenariat, il a été fait bien sûr avec une autre structure qui est essentielle, qui est l'APIOI, qui est là aussi un partenaire très fidèle de l'AIVP, grâce notamment à l'implication très forte, et je le remercie, de son ancien président, Monsieur Mestri, de l'autorité portuaire de Port-Louis à Maurice, et qui a été également à plusieurs reprises membre du conseil d'administration de l'AIVP. Et je dirais que voilà, ce double mandat a permis très fortement de resserrer les liens entre nos 2 réseaux. Les sujets que l'on aborde, bien sûr, sont aujourd'hui très vastes, très nombreux, vont au-delà de ceux qui ont été strictement dans l'étude qui nous concerne aujourd'hui, et font référence à l'agenda AIVP 2030 pour les villes portuaires qui, comme vous le savez tous, est aujourd'hui reconnu par les Nations Unies comme une déclinaison spécifique aux villes portuaires des 17 ODD qui étaient rappelés également par Madame Aubras précédemment. Donc un grand merci
pour toute cette dynamique engagée depuis 10 ans, cette fidélité, parce que toutes ces réflexions nécessitent de pouvoir travailler sur le temps long, c'est important. Et donc, c'est avec ce temps long que l'on peut construire des partenariats et qui vont déboucher, là, sur des actions, très concrètes comme on va le voir. Donc pour nous, ça a été, un réel plaisir de concrétiser, cette période de 10 ans par cette étude, hein, qui, je vous rappelle, a porté, sur les villes portuaires de Mamoudzou à Mayotte, de Port-Louis à Maurice, de Le Port à La Réunion, de Taomasina et Ola à Madagascar, de Victoria aux Seychelles et puis bien sûr de Mutsamoudou et Moroni aux Comores dont on va parler, très fortement aujourd'hui. Donc, voilà, je vous remercie encore une fois et on va tâcher que tout ce travail débouche sur des actions très concrètes pour le développement de nos villes portuaires, chose qui est notre raison d'être. Je vous remercie. Merci beaucoup Bruno Delsal, donc directeur général de l'AIVP. Et pour faire suite à ces propos liminaires et de cadrage, je vous propose d'écouter quelques éléments de fond et de méthodologie donc sur l'étude qui a été menée depuis un peu plus d'1 an dans les ports des îles de l'océan Indien. J'en profite également pour vous informer à toutes et à tous, mesdames et messieurs, que vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà dans la discussion de ce webinaire, donc soit en utilisant le chat directement. Mes collègues Kaya et Annabelle de l'équipe de l'AIVP sont connectés sur ce chat pour vous répondre. Vous pouvez également faire usage de la section Question and Answers, questions et réponses, il me semble, en utilisant le bouton en bas de votre écran sur cette plateforme Zoom. Donc, merci encore pour ces propos de cadrage qui permettent de comprendre les origines et les objectifs stratégiques de ce partenariat et de l'action conjointe de l'AIVP, de l'AFD et de l'APIOI dans l'océan Indien. En termes de méthodologie, tout d'abord, si on peut afficher le slide correspondant, rappelez que cette étude a été menée par l'équipe de l'AIVP ainsi que 4 experts qui sont en fait des membres du réseau de l'AIVP ou des anciens membres. Donc Jean-Marc Bénet qui est connecté ici à ce webinaire avec nous, qui s'est occupé davantage des questions liées au changement climatique. Et on va y revenir parce que c'était le présupposé de base de ce partenariat. Patrick Lambert qui s'occupait des questions transversales et de gouvernance. Bruno Peta du Havre qui s'occupait des questions énergétiques et Sophie Minsard de Saint-Nazaire qui s'occupait des questions d'urbanisme et d'interface ville-port. Avec l'aide de cette équipe d'experts, nous sommes revenus en 3 phases. Un diagnostic tout d'abord, des recommandations ensuite et désormais des termes de référence et une feuille de route afin de délivrer une vision stratégique au port de l'océan Indien sur les différents thèmes de travail. Sans plus attendre, je propose à Jean-Marc Bénet, notre expert changement climatique, de vous donner effectivement les fondations intellectuelles sur lesquelles nous basons désormais notre approche dans les îles de l'océan Indien. Jean-Marc, si tu es avec nous et nous entends, je t'en prie. Oui, merci. Bonjour à tous et merci Théo pour me donner la parole. Voilà, donc comme Théo vous l'a dit, donc nous sommes intervenus donc à 4 aux côtés de Théo qui nous avait d'ailleurs accompagnés en mission en avril et mai. Nous avons commencé notre étude, c'était d'abord par un diagnostic. La phase 1, c'était un diagnostic, donc sans venir dans les îles de l'océan Indien, mais un diagnostic à partir de documents que vous nous avez communiqués. Nous avons eu pas mal d'échanges par visioconférence avec l'ensemble des ports. Nous avons pu donc établir ce diagnostic et ensuite venir le préciser sur place lors de la phase 2 qui s'est tenue, qui a démarré, je dirais, début de 2022, qui s'est concrétisée par une réunion sur place. Alors, on devait venir avant, mais pour des raisons de Covid, on n'a pas pu venir fin 2021. Nous sommes venus donc 2022 pour voir plus en détail les sites, pour collecter de nouvelles données, pour discuter avec la plupart des autorités portuaires, ce qui nous a permis donc de remettre notre étude d'opportunité au printemps, été 2022, et de passer ensuite sur la phase 3, qui était la rédaction de termes de référence pour la suite des études. Donc, comme Théo l'a dit, je le répète, moi, personnellement, je me suis intéressé au changement climatique, à l'élévation des niveaux de la mer.
Mes collègues Sophie Minsard, qu'on voit là à gauche sur la photo, elle est urbaniste, elle s'est occupée donc du lien ville et peur. Après, bon, il y a Théo que tout le monde connaît. Après, la personne au milieu, là, c'est Bruno Péta, qui est l'expert, lui, pour la transition énergétique. Et puis, donc, il est directeur de Synergie au Havre. Et il y a Patrick Lambert, qui est du ministère donc, du Conseil général de l'environnement et développement durable, qui s'occupait, enfin, qui était l'expert transversal et qui s'est occupé de la gouvernance. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait, à l'issue de la phase 2, qui a fait les matrices SWOT, opportunités, faiblesses, menaces, dans les différents ports. On peut peut-être passer à la diapo suivante, si tu veux, Théo, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc maintenant, je vais devoir vous résumer en 3 diapos simplement une étude donc, qui a représenté 250 à 300 pages quand même, ce qu'on nous avons rédigé. Et donc 250 à 300 pages résumées en 3 diapos et également les rapports du GIEC dont on va parler après, où il y a plusieurs milliers de pages. Donc c'est un exercice un petit peu difficile, mais je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que si la mer monte d'1 mètre, en fait, il va falloir surélever les digues de 2 mètres. Ça surprend peut-être au départ, mais c'est logique parce que quand la houle se met à déferler, alors c'est un peu technique, mais dans 0,78 fois, la hauteur de houle sera plafonnée à 0,78 fois la profondeur d'eau. Et si la mer augmente d'1 mètre, donc l'énergie de la houle va augmenter également. Et ce qui fait que pour une protection égale, il va falloir surélever les digues de 2 mètres. Ça a été expliqué sur les phrases qui sont écrites ici par Philippe Sergent, le directeur technique du CEREMA, qui avait travaillé à l'époque sur le projet dès 2012 sur l'adaptation au changement climatique des ports. Voilà, donc c'est la première chose qui est importante à noter, c'est que si la mer monte d'1 mètre, il faut surélever les digues de 2 mètres, ce qui n'est pas évident au départ à comprendre, mais il va falloir le prendre en compte. Ensuite, voilà, pour résumer le rapport du GIEC, je pense qu'en une diapo, on peut le résumer. On voit des courbes à gauche. La mer, depuis les années 70, et jusqu'en 2020, 2023 actuellement, elle est montée de 30 cm environ. On voit que d'ici 2050, elle va monter encore de 20 à 30 cm de plus, ce qui fera 50 cm depuis les années 70. Les années 70, je dirais que c'est un peu le point de départ déjà du GIEC, mais également de la construction de la plupart des ports. Donc la mer sera montée de 50 cm en 2050, et ça, on en est certain, à plus ou moins 5 cm près, quels que soient nos rejets à venir de CO2 et de méthane dans l'atmosphère. Par contre, si on va plus loin, si on va à la fin du siècle, alors là, il y a une amplitude beaucoup plus grande. Ça va être entre plus 40 et plus 1,10 m, mettons, en gros, c'est ce qu'on voit à droite des courbes, selon le scénario sur lequel on va se diriger maintenant, nous, les générations actuelles. Est-ce qu'on va continuer à émettre autant de CO2 dans l'atmosphère que ce qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans, enfin, puis même avant, parce que depuis le début de l'Anthropocène, en fait, l'Anthropocène, c'était le début, c'était la machine à vapeur qui fait qu'on a beaucoup condensé du CO2 dans l'atmosphère avec des émissions, donc c'était en brûlant du charbon, puis après des hydrocarbures et maintenant des gaz aussi, qu'on a concentré du CO2 dans l'atmosphère. Donc si on continue comme ça, on va se retrouver sur le scénario en rouge et la mer pourrait monter de 1 mètre, même un peu plus, et même beaucoup plus. L'IFREMER considère même que ce sera 2 mètres si on prend en compte la fonte des glaciers des pôles. Par contre, si on arrive d'ici 2030, 2035 à réduire nos émissions de CO2 dans l'atmosphère, on essaye de tout faire actuellement, enfin beaucoup de pays font des efforts, pas tous, mais beaucoup le font. À ce moment-là, on est sur le scénario bleu et ce serait une augmentation, je dirais, limitée à peu près à 50 cm. Voilà, donc la suite en 2100, c'est ce que nous allons faire maintenant. C'est ça qui va en décider. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Pour 2050, on sait à plus ou moins 5 cm près. Pour 2100, on ne sait pas, je dirais, presque, ça peut être plus 50 cm, plus 1 mètre, voire même plus 2 mètres. On en saura plus dans 20 ou 30 ans si on a réussi à réduire nos rejets dans l'atmosphère. Voilà pour avoir résumé le GIEC. Et maintenant, donc, la dernière diapo, ça se traduit aussi par l'augmentation du niveau de la mer va impacter les littoraux et les ports et les villes portuaires. Donc là, on a juste donné deux, trois exemples. Il y en a beaucoup plus dans nos rapports. Mais là, on a donné, donc, en haut à gauche, c'est la photo du port de Moroni, aux Comores, avec plus d'1 mètre d'élévation du niveau de la mer. Voilà la submersion qu'on pourrait atteindre sur le port de Moroni. À droite, on a mis en haut à droite, c'est la photo de Moutsamoudou sur Anjouan.
à quoi ressemblerait Moutsamoudou avec 1 mètre d'élévation du niveau de la mer. Donc, on voit dans les deux cas qu'il va falloir faire des travaux sur ces digues et sur les quais. Et je vous dis, si la mer monte d'1 mètre, il faudra surlever les digues de 2 mètres, comme on l'a vu juste avant. Et enfin, la photo en dessous, c'est celle de la submersion de Victoria aux Seychelles. Si la mer monte d'1 mètre, eh bien, la mer pourrait atteindre Victoria Clock Tower, qui est un peu un point de repère dans le centre-ville de Victoria. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est déjà constaté lors du tsunami de 2004, qui avait généré une vague plus importante qu'1 mètre. Hein, elle faisait même 6 mètres quand elle a atteint le Sri Lanka. Aux Seychelles, elle était un peu moins élevée, mais elle s'est quand même propagée jusqu'à Clock Tower. Et heureusement, elle est arrivée à marée basse. Elle serait arrivée à marée haute, ça aurait été bien pire. Donc voilà, c'est tout ça qu'il va falloir tenir compte maintenant pour adapter les infrastructures portuaires pour protéger non seulement les ports, les activités maritimes, mais également les villes, parce qu'on le voit, les villes sont intimement liées au port, pratiquement pour tous les sites. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé. Je suis allé un peu vite, mais je crois que j'avais que 5 minutes, donc j'espère que j'ai respecté le timing. Merci infiniment, Jean-Marc, pour cette présentation. Effectivement, les conséquences du changement climatique sont le fondement sur lequel on a souhaité baser nos réflexions. Et bien sûr, les sujets que l'on aborde dans l'océan Indien sont plus larges que celui-ci, mais on a considéré et on considère à l'AIVP que les sujets comme l'interface ville-port ou la transition énergétique sont intimement liés au sujet de changement climatique également. Ça a également des conséquences en termes de gouvernance, par exemple pour la propriété foncière des terrains, donc des choses qui sont extrêmement concrètes et qui sont impactées à leur tour par les conséquences du changement climatique. Donc, sans plus attendre et surtout en complément, je vais m'apprêter à appeler Monsieur Sony Payet, président de l'association des ports des îles de l'océan Indien, à intervenir et à nous expliquer un petit peu la vision stratégique de la PIOI sur la base de l'étude que nous avons menée pour ces prochaines années sur les thématiques de port vert. J'en profite également pour prévenir nos participants qui ne sont pas anglophones que M. Payet souhaite s'exprimer en anglais. Donc, je vous conseille d'ores et déjà de cliquer sur le bouton interprétation en bas de votre écran afin de bénéficier de la traduction simultanée en français. Donc, M. Payet, président de l'Association des ports des îles de l'océan Indien et directeur général de la Seychelles Port Authority. Comment est-ce que vous voyez d'un point de vue, je dirais stratégique, qui est le vôtre, les résultats de cette étude, ou en tout cas les premiers qui sont à votre connaissance? Et donc, je vais vous demander de pouvoir nous exposer d'un point de vue commun au port des îles de l'océan Indien, et peut-être dans un deuxième temps, les ramifications des conclusions de cette étude pour votre occupation en tant que directeur des ports des Seychelles, si vous pensez qu'il est pertinent de nous exposer cela également dans un deuxième temps. Donc, Monsieur Payet, je vous en prie, la parole est à vous. Merci Théo. Bon après-midi à tout le monde. Vous m'entendez? Parfaitement bien, on vous entend, Monsieur le Président. D'accord, merci. Thank you very much. Good afternoon to every one of you. And as the new president of La POE, I'm carrying the voice out of the Indian Ocean Islands, which I will not elaborate in depth because it comprises of a group ports organization of the Indian Ocean, which is Mauritius, La Réunion, Mayotte, Comores, Madagascar, and Seychelles included. So our viewing is that for the leading and supporting high-value projects for the port sector, values, collaboration, cooperation, and construction, ecological and energy transition, a main concern for the future of the ports, identified and circulate sustainable solutions, subjects, interconnection. Is that okay? I'm not going too fast for everyone. Is that still okay for translation purposes? Pour la traduction, ça, on me suit? I think it's fine for the moment. If we need to slow down a bit the presentation space, we will keep you informed.
Merci, merci Theo, thank you very much. Shall we go on to the next slide, which I've already elaborated a bit on what I've just discussed of the voice of the Port of the Indian Ocean Islands, regrouping of the 7 ports organization of the Indian Ocean, which I've mentioned previously, which you all know about, leading and supporting the high value projects for the port sector. Value cooperation, collaboration, co-construction, ecological and energy transition, a main concern for the future of the ports. And I've read and I've listened, Madam Patricia, who has put forward the idea of l'AFD of the fundings, and also Jean-Marc, who was explaining depth. It made me a little bit concerned, like an island state, that soon we might have our clock tower underwater. So it is which is a must for us to be able to control and talk on the same language, us as la POE, Port Association Indian Ocean Islands, and the subject interconnections within our findings. Shall we go on the next one? So our lesson from phase 1 is a diagnostic stage to highlight the common issue between port members, stress port members, adjustment to climate change required to advance port structures, infrastructures. The 1 meter increase induces a 2 meter rise in the port protection works. This has been highlighted by my predecessor to make sure that we understand, as a small island state, we are vulnerable in what is happening nowadays. So whatever we do has to coincide with whatever is being found. Energy transition, not all ports are in the same stage of development. There is a need to share good practices, Technopark Deolab, terminal biomass of Port La Réunion, shore connection project of MPR, ecological transition, concern about flora and fauna, do not underestimate. So all those has to be taken into consideration. Most of all is the city-port interface, and rethinking cities and port interfaces by integrating and identifying issues from previous part of the study. Mr. Payet, I am so sorry to interrupt you. Could you speak a bit slower, please, for the translation? Okay. Thank you, Theo. Sorry about that, ladies and gentlemen. Yes, city port interfaces, rethinking cities and port interfaces by integrating and identifying issues from previous part of the study. The development and environmental regulation level are different from one country to the other. Those elements influence the possibilities to implement the recommendations. Are we still okay so far with the way I'm talking? Not to, okay? Now we go on to the lesson from phase 2. A phase to build a shared and strategic vision for la POE, if I say so in French, port around green port concept. Respond to climate change. Create a common stand for the production of reinforced concrete floating deck to protect the coastal of ports. Energy transition. Technical feasibility study to prefabricate and to implement DER like the seawater air conditioning in our Port Association of the Indian Ocean. Ecological transition to recenter the issue of waste collection at ports level. High interest of sourcing invasive species. Port-city interface. High interest of developing cultural waterfront between ports and center. Importance to lead discussion about sharing tools to address at the level of the association. La POE wishes to consult towards beyond the framework of the study,
important for us. Launch of a benchmark on industrial port zone in Africa. Handle storage, distribution of liquefied natural gas as a transition energy source. And give the time for the emergence of new industry like hydrogen. Expectations on phase 3, which combine lesson 1 and lesson 2. Lot 1, which port infrastructures facing climate change. Make port service more resilient, especially by developing favorable conditions for the implementation of SCP projects. Lot 2, sustainable port industry activity zone. Focus on interconnected projects like the development of logistics and sustainable port zones, grouping the production of reinforced concrete floating decks. Consider the prefab and implementation of ERM like the seawater air conditioning in La POE ports of the region. Thank you very much. There will be more elaboration by my colleague on this matter as we move on those further discussion. Merci. Merci, Monsieur Payette, pour cette présentation initiale sur la vision stratégique, mais également assez pratique, que la PIOI a des conclusions de cette réflexion sur les ports verts de l'océan Indien. Je vois que certaines personnes ont déjà commencé à poser des questions dans le chat de ce webinaire. Donc, ça prouve effectivement que un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, Monsieur Payette, intriguent nos participants. Et donc, n'hésitez pas, chers participants, à poser les questions qui pourraient vous venir à l'esprit et à réagir à ce qui est dit. Pour entrer plus dans le détail, et nous aurons une phase de discussion par la suite avec les participants et certains discutants, nous reviendrons à certains propos qui ont été tenus par Monsieur Payette. Pour élaborer encore davantage et entrer dans le concret, effectivement, au cours de cette étude, nous avons évalué les priorités et les vulnérabilités de chacun des ports des îles de l'océan Indien, notamment au regard du changement climatique, au regard également des besoins économiques de chacun des ports et des pays qui en dépendent. Il nous a semblé que les Comores paraissaient être un pays en cours de développement économique et social qui a particulièrement besoin de ces infrastructures portuaires, que ce soit au regard de la croissance démographique ou des ambitions que le pays s'est fixées, avec notamment le plan Comores émergent qui structure l'action de développement au niveau national. Et à ce titre-là, en plus des effets du changement climatique que nous connaissons, rappelez-vous le cyclone Kenneth qui a touché les Comores en 2019, nous avons souhaité mettre un focus particulier sur les deux ports principaux des Comores que sont Moroni et Mutsamudu. Et à ce titre-là, comme ça a été exposé par le président de la PIOI, Sonny Payette, nous avons proposé des adaptations pour les ouvrages portuaires de Mutsamudu, mais on va y revenir plus en détail, et de Moroni, que ce soit en termes de dimensionnement ou de protection contre les phénomènes climatiques extrêmes. Et pour toutes ces raisons, nous avons demandé au directeur général de la Société comorienne des ports, M. Mohamed Saïd Dahalan, qui est également vice-président de la PIOI, de préparer une intervention sur, je dirais, monsieur le directeur général, les projets d'aménagement du port de Moroni d'une part, les projets d'adaptation et d'extension du port de Mutsamudu d'autre part, et de manière plus générale sur une stratégie port vert pour les ports des Comores. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, monsieur Dahalan, si vous souhaitez lancer votre présentation? Merci Théo, merci Monsieur le Président Sonny Payette, merci Patricia, bonjour à tous. Nous sommes très heureux
d'être ensemble pour parler des ports verts en océan Indien et plus particulièrement du port des Comores. Je vais présenter d'abord les Comores qui sont 3 îles et on a un port dans chaque île. On a le port de Moroni, on a le port de Mitsamidi en Anjouan et on a le port de Bangoma. Les 3 ports sont administrés par la Société comorienne des ports, une société publique dont le siège se situe à Mitsamidi. Les activités de la manutention aux Comores sont concédées à Moroni par Moroni Terminal, qui est une entreprise française gérée par l'entreprise Bolloré. Et à Mitsamidi, on a ASC, Anjouan Steven Doring Port, qui est le port de Mitsamidi. Pour parler du changement climatique, vous savez que les Comores, en réalité, ne sont pas beaucoup touchés par les cyclones. C'est très rare par rapport aux îles de l'océan Indien. Par contre, les tempêtes et les raz de marée sont des dangers connexes. L'élévation du niveau marin va entraîner dans environ 30 ans un dédoublement, c'est-à-dire un niveau d'eau qui sera à la hauteur des Eurocins selon les études qui ont été faites, et que ça va entraîner des problèmes qui sont montrés par le projet, par l'étude qui ont été faites récemment par l'AIVP, et que ça va se noyer. Presque la ville et les ports vont se noyer. Donc, il y aura une élévation de niveau marin qui va entraîner, franchement, des problèmes sur les digues et sur les bassins portuaires. Bon, en ce qui concerne l'interface à Villeport, aux Comores, il n'y a pas de traitement des eaux usées. Il y a manque d'incinérateurs au niveau des îles. Les réseaux qui sont utilisés, les réseaux énergétiques, ce sont des réseaux publics. Donc, il n'y a pas une autonomie énergétique. Les ports sont vraiment constants. Les ports sont dans les villes et que les villes veulent entrer au port. Raison pour laquelle, à l'arrivée, il y a trop de congestion portuaire, surtout quand les camions quittent le port. Et puis, comme vous savez, on emprunte beaucoup les bateaux passagers. Ce sont les moyens maritimes, ce sont les moyens les plus utilisés aux Comores, entre les îles. À l'arrivée des bateaux passagers, il y a des bouchons partout dans la ville, dans les villes en général, et surtout à Moroni. Donc, les projections démographiques prévoient un dédoublement de la population, comme je l'avais dit, dans les années à venir, les 30 années à venir, et que ça peut encore traîner beaucoup de problèmes au niveau des îles. Bon, pour la situation énergétique, seulement Moroni consomme 56% d'énergie sur l'île. De même, Mitsamidi, un peu moins, mais quand même, il consomme assez d'énergie, et ces énergies sont des énergies publiques. C'est pour cela qu'il fallait envisager
de faire des photovoltaïques, c'est-à-dire une énergie renouvelable, propre, hein, qu'on peut les poser sur les magasins et les toitures du port. Et les solutions de tous ces problèmes-là, c'est la suivante. Pour le port de Moroni, les solutions de l'étude qui a été donnée, c'est, projection s'il vous plaît, c'est de ramener, il faut démultiplier les capacités du port. Pour répondre aux enjeux de croissance démographique et économique. Pour cela, il faut adapter les infrastructures en augmentant l'altimétrie, le niveau du quai, et en augmentant encore la digue. Il faut aussi envisager la construction d'une nouvelle digue que M. Payet l'a démontré. Ce sont des digues qui, de préférence, soient fabriquées ou préfabriquées dans un port de l'océan Indien et qui viendraient solutionner le problème portuaire à Moroni, parce que vous savez qu'à Moroni, actuellement, il n'y a pas un quai, mais les bateaux sont en mouillage. Et si on fait une digue, la nouvelle digue qui sera projetée sur la côte, de la côte vers le nord, ça va solutionner le problème de noyade du port en le surlevant. Et encore, dans cette situation, on peut augmenter le périmètre de stockage, la surface de stockage. On peut l'augmenter en remblant cet espace que vous voyez entre la digue et tout ça. Le cercle que vous voyez, c'est donc uniquement en traitant, en faisant cette solution, on résout tous les problèmes qu'on avait évoqués sur la nécessité d'augmenter un peu les infrastructures portuaires et qui va solutionner le problème climatique. Pour le port de Mitsamudi, le port de Mitsamudi est le seul port en eau profonde aux Comores. Il servait en général à ce que les grands bateaux arrivent et des petits feederings viennent prendre les conteneurs vers les autres îles. Le trafic de conteneurs est plus que la moitié représente la moitié des activités portuaires. On a 2 quais. Le premier quai est de 170 mètres et le deuxième quai, le petit quai que nous appelons, c'est un quai régional, il est de 80 mètres avec un tirant d'eau sur les 70 mètres de 9 mètres et l'autre, il est de 5 mètres. Si on parle de l'impact du changement climatique, l'altimétrie de la digue de protection n'est pas suffisamment pour faire face à l'élévation du niveau de la mer. Il y a une suffisance de maintenance et manque de défense sur les grands quais. L'interface entre ville-port, le débouché de la rivière portuaire entraîne un envasement qui actuellement, si on parle de cet envasement, il a affecté vraiment le port de façon à ce que beaucoup de bateaux
ont des problèmes d'entrée. Donc, pour solutionner tous ces problèmes-là, il fallait encore faire comme Moroni, augmenter le niveau des quais tout en les soulevant. Et c'est plus facile à Mitsamedi qu'à Moroni, bien entendu, parce que si vous voyez le niveau bathymétrique de Mitsamedi, il est très favorable, surtout quand on remblait, quand on augmente l'espace en remblant. Mais on a solutionné encore le problème. Cette étude nous a permis de solutionner le problème du fleuve, qu'on va le dériver vers en dehors du port. Et qu'en le dérivant en dehors du port, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce que ça peut suivre juste la route. Donc, il n'y a pas de problème foncier. Donc, ça serait plus facile de le faire. Et puis, surélever en 2 temps l'AGT pour que les années 50 ne posent pas de problème sur la démographie et l'augmentation économique du pays. Voilà les solutions qui sont apportées pour les ports des Comores. Et je remercie une fois de plus M. Dupuis qui nous a beaucoup épaulés et la VOI pour ses recherches et ses solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dahalan, pour cette présentation claire et concrète, effectivement, de certaines des recommandations que nous formulons pour Moroni et Motsamoudou. Donc, solutions à l'étude et qui feront probablement l'objet d'études de faisabilité technique plus poussées pour pouvoir devenir réalité peut-être un jour. Je rebondis peut-être sur les propos qui ont été tenus par le président de la PIOI, M. Payette, il y a quelques minutes. Et c'est en lien avec ce que M. Dahalan vient d'exposer, la question des solutions. En effet, il y a un certain nombre de problèmes communs, ou en tout cas qui sont les mêmes dans les îles de l'océan Indien, avec bien entendu des contextes différents à chaque fois. M. Dahalan l'a exposé par exemple pour les Comores. Les phénomènes cycloniques sont différents aux Comores, ne sont pas comparables à la Réunion et à Maurice, mais les problématiques d'adaptation existent également. Si on en vient à la question des solutions, ce qui ressort beaucoup dans les îles de l'océan Indien, comme partout, je pense, au sein de l'AIVP, c'est l'idée du projet pilote, de l'expérimentation dans un endroit qui, si on réussit à en tirer les bonnes leçons et à identifier quelques bonnes pratiques, peut permettre de reproduire une solution qui a marché à cet endroit-là et de la répliquer ailleurs. Cette notion de projet pilote semble chère à la PIOI et je voulais savoir éventuellement Monsieur Payette ou Monsieur Dupuis qui souvent la porte, si vous souhaitiez revenir sur le partage des bonnes pratiques et des solutions entre les ports de la PIOI. Merci beaucoup. J'aimerais bien que Henri réponde à cette question-là. Henri, can you answer this question put forward in relation to this context, please? Merci. Merci. La parole est à vous, Henri. Il faut que vous ouvriez votre micro. Ah, mille excuses. Désolé. Oui, merci, Monsieur le Président. En effet, nous avons cette étude Port Vert est un formidable moyen pour nous, à POI, de nous faire, de bâtir notre projet stratégique d'une certaine manière par rapport au Port Vert et de comprendre les synergies que nous pouvions imaginer entre nous et faire ce que
faire ce que ces îles, que ces ports des îles puissent trouver pour se développer. J'entends par là, alors je suis un petit peu confus de vous parler, je suis très impressionné. J'entends par là le fait que nous avons imaginé des solutions d'entraide, en effet, tant par le partage d'expérience que certains ports, parce que certains ports sont en avance par rapport à d'autres sur des sujets, par exemple, le port d'Eola est en avance sur le principe de technoparc. Et nous souhaiterions pouvoir tous développer ce type d'installation. Nous avons, par exemple, comme l'a dit le président, un petit peu d'avance du fait du projet de biomasse. Voilà, donc c'est un petit peu ce partage d'expérience de bonnes recettes que nous souhaitons pouvoir déployer. Le deuxième sujet, c'est que nous avons compris que nous avons des besoins communs et que peut-être il y avait intérêt à bâtir des solutions techniques semblables qui puissent être développées sur l'un ou l'autre port de manière quasiment modulaire. Et c'est l'intérêt de l'idée qui est ressortie de la réflexion des caissons en béton armé flottants. Voilà, je ne veux pas aller trop loin dans le propos. J'espère que j'ai répondu à vos attentes dans la question. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être qu'il est désormais le moment de donner la parole à l'audience. Nous avons déjà reçu plusieurs questions dans le chat de ce webinaire. Donc, merci aux personnes qui nous ont sollicités. Je salue au passage nos adhérents du port de San Pedro en Côte d'Ivoire, du port de Kribi au Cameroun, qui nous ont questionnés. Peut-être la question de la conduite à tenir lorsqu'on est, je dirais, déjà en train de construire un port ou qu'on envisage d'étendre son port pour adapter les digues et les ouvrages en fonction donc des conséquences du changement climatique. Ça, c'est une question qui est posée par Georges Rivom, donc du port de Kribi, il me semble. Question très intéressante puisque le port de Kribi au Cameroun est un port qui est lui-même en cours d'extension actuellement, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si l'un des panélistes veut répondre. Quelle conduite à tenir quand on est déjà en train d'étendre son port pour s'adapter au changement climatique éventuellement? C'est peut-être à moi, Théo, à répondre si personne ne veut prendre la parole. Je t'en prie, je pense que tu as toute légitimité. Bon, merci beaucoup. Oui, c'est une question effectivement difficile. Je comprends qu'il y a beaucoup de ports qui doivent être confrontés à ce problème. Bon, on l'a vu, on est certain que la mer va encore monter de 30 cm d'ici 2050, à plus ou moins 5 cm près. Donc déjà, il faut se préparer à ce niveau-là pour 2050. Mais quand on fait des travaux sur des grosses infrastructures portuaires, a priori, il faut se projeter au-delà de 2050, il faut se projeter en théorie à 75, mais même 100 ans pour des très grosses infrastructures portuaires. Et 100 ans, on l'a vu, on ne sait pas si la mer, elle va le monter. Ça va être entre 50 cm, 1 mètre, 1,50 mètre, peut-être même plus. Donc, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais faisons déjà, moi je pense qu'il faut prévoir dans la conception des travaux qui pourront être phasés. C'est-à-dire prévoir que, exemple, si on fait une digue à talus, la prévoir avec une emprise suffisamment large au départ pour la monter déjà au niveau nécessaire pour 2050, mais prévoir en 2040, 2030, 2040, on sera de combien, sera un peu mieux que maintenant, de combien la mer va monter, d'avoir la possibilité encore de la surélever. Donc, et que ça se termine avec une largeur en crête suffisante pour pouvoir interplacer sur la digue. Donc, c'est anticiper sur tout ça. Même pour les travaux de 2050, moi, je recommande de prévoir ça si c'est une digue à talus, une digue en forme de trapèze, donc de prévoir, de se projeter à l'horizon 2100, même si on n'emblaye pas tout de suite, et de prévoir des carapaces qui pourront convenir aussi pour 2100. Bon, c'est différent si on fait une digue, si on est en grande profondeur d'eau et qu'on fait une digue en caissons verticaux posés sur un remblai. Donc après, chaque cas est un cas particulier, quoi. Il faut regarder au cas par cas, mais il faut essayer justement, dès la conception, de pouvoir phaser les travaux. Pour 2050, on sait à quel niveau il faut mettre la digue. Pour 2100, on ne le sait pas encore, mais il faut que ce qu'on aura fait d'ici 2050, qu'on n'ait pas à le casser, à le démolir pour surélever plus en 2100. Donc, il faut le prévoir dès la conception d'ici 2050. Mais ce n'est pas facile.
Merci beaucoup Jean-Marc pour cette explication. Effectivement, ce que tu dis fait écho à la solution que nous avons proposée à Moutsamoudou, donc aux Comores, qui a été exposée par Monsieur Dahlan. La digue de Moutsamoudou doit être adaptée, mais nous proposons de le faire en 2 étapes, déjà pour réduire les coûts à court terme, mais aussi pour faire la 2e étape plus tard, lorsqu'on aura davantage d'informations sur le changement climatique en 2075 ou 2100. Ça nous paraît loin actuellement, c'est sûr, mais en urbanisme comme en ingénierie portuaire, les ouvrages doivent être construits pour durer et pour 50, 70, 80 ans. Donc, ce sont des horizons auxquels se préparer. Je vois que Monsieur Rivom nous remercie pour la réponse dans le chat. Merci à vous, Monsieur Rivom. Une question de l'audience à nouveau, peut-être, qui là est adressée à Madame Aubras de l'Agence française de développement. Donc Madame Alangba du port de San Pedro en Côte d'Ivoire nous questionne, demandant quels sont les critères prioritaires pour profiter de l'aide de l'AFD sur les questions de transition énergétique. Et Madame Alangba également souhaiterait pouvoir bénéficier d'expériences pratiques d'approvisionnement des navires en électricité d'origine renouvelable. Donc je pense que ça fait écho à l'électrification à quai plus largement. Donc savoir peut-être si l'AFD a des exemples de projets qu'elle soutient dans le domaine de l'électrification à quai en Afrique ou ailleurs, ou dans la région 3 océans. Madame Aubras, si vous nous entendez, je pense. Ouais. Bonjour Théo, je crois que c'est moi. Je vais prendre la question. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous, Pierre Lerat. Moi, je suis responsable projet dans la division transport de l'AFD et du coup avec une teinte plus particulière sur les projets portuaires. Donc concrètement, je vais peut-être revenir sur des qu'on a mis dans la stratégie, qui est l'accompagnement des ports dans leur transition écologique. Donc on finance, donc souvent on est sollicité par les ports pour financer des extensions ou des investissements un peu massifs. Et donc donc ça, on va dire que c'est une composante majeure de nos financements. Et en parallèle de ça, on peut essayer de solliciter des subventions de l'Union européenne, par exemple, pour accompagner la transition écologique et faire de l'assistance technique pour les ports à travailler vers l'obtention d'une certification environnementale, par exemple ISO 14001, mettre en place toute une démarche RSE au ports. Donc on va dire qu'on a les outils de financement classiques pour financer les extensions de capacité ou les grosses infrastructures d'adaptation. Et on peut faire du mixage à la subvention pour les parties plus soft ou environnementales. Ça, c'est pour la partie financement. Je vous invite, madame ou monsieur Alangba, à contacter peut-être directement l'agence d'Abidjan, où on a un pôle infrastructure et qui font en général donc on va dire les portes d'entrée pour les ports qui souhaitent contacter l'AFD. En général, c'est les agences locales et après ils font remonter les demandes à Paris pour parler des financements. Mais donc vous pouvez les contacter directement. Il y a François Vince à Abidjan qui suit les sujets infrastructure. Et sur la question concrète d'approvisionnement des navires en électricité, donc il y a des expériences concrètes en France. Je crois que c'est Monsieur Lamblin qui a répondu à ce sujet directement dans le chat. Et nous, on a été sollicité plus particulièrement donc en Tunisie, c'est ce que Madame Aubras mentionnait dans l'intervention au début, parce qu'en fait, le grand port maritime de Marseille va équiper ses terminaux ferry qui font la traversée vers le Maghreb en connexion électrique à quai. Et donc, pour que l'investissement soit pertinent pour les compagnies qui font la traversée, nous, on a été sollicités par les Tunisiens de l'autre côté pour étudier la faisabilité de la connexion électrique des navires à quai, du coup des ferries qui font la traversée Marseille-Tunis. Donc on a financé sur subvention AFD l'étude de faisabilité et de conception préliminaire. Et là, du coup, les Tunisiens sont en cours de discussion entre à la fois l'OMMP, donc qui est l'Office de la marine marchande et des ports, donc la partie portuaire, la compagnie tunisienne de navigation qui a les ferries,
Il y a Schneider Electric aussi qui est dans la boucle parce que c'est eux qui font l'équipement des navires pour voir comment ça va se transformer derrière en investissement. Et l'AFD pourra suivre ça. Et pour répondre à votre dernière question aussi, l'AFD finance sur subvention également donc d'une part des études pour améliorer l'efficacité énergétique du port. Donc déjà pour connaître un peu son patrimoine et la consommation qui correspond à tout le port, à toute l'activité portuaire. Et d'autre part aussi le potentiel de production d'énergie photovoltaïque pour voir notamment quelle partie de cette production photovoltaïque pourrait être dédiée à la collection électrique des navires à quai. Donc c'est quelque chose qui se fait. Ça c'est la réponse à votre dernière question sur la production d'énergie verte dédiée à la connexion électrique. C'est des choses qui peuvent se faire. En sachant que du coup, je précise que maintenant, on est bien au stade de faisabilité côté tunisien, mais que les investissements ont déjà été faits côté français. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. J'espère que monsieur ou madame Alangba aura pu trouver des éléments de compréhension. Nous avons en fait une autre question, si vous le voulez bien, de Dominique Alangba, qui là porte sur la biomasse. Et je pense que c'est un des aspects qui a été abordé dans notre réflexion. Donc, je propose éventuellement aux ports de la PIOI qui sont présents de répondre. Dominique Alangba souhaite savoir quelle est la meilleure technologie à développer pour valoriser et produire de l'énergie verte à partir de la biomasse. Je pense que ça peut être assez pertinent d'aborder ce sujet, étant donné que certains dispositifs de biomasse existent dans certains ports de la PIOI, La Réunion. Je crois aussi que ce dispositif a été étudié à Maurice, mais je ne suis pas le plus compétent pour en parler. Donc voilà, éventuellement les ports de la PIOI qui sont présents, est-ce que cette question de la biomasse vous semble pertinente dans une perspective de port vert? Écoutez, je vais tenter de répondre. Alors, le choix de la biomasse pour l'île de la Réunion relève de ce qu'on appelle le plan pluriannuel de l'énergie. Le programme pluriannuel de l'énergie qui spécifie, qui a un certain nombre de sources et en particulier de sources renouvelables. Et il se fait que la, la production de base d'électricité à La Réunion se fait de trois manières, par de l'hydraulique, parce que La Réunion est une montagne, et par de la biomasse ou de la bagasse qui viennent de remplacer un trafic de charbon qui est en fin de vie. Et notre rôle au niveau de port n'a été que d'accompagner l'énergéticien à bâtir un terminal de biomasse pour l'instant. Donc, ça nous a permis de comprendre un petit peu les enjeux et les moyens de déchargement. Mais à proprement parler, pour l'instant, ce passage à la biomasse nous permet d'avoir un socle d'énergie électrique qui reste, qui devient durable. Parallèlement, toute la production d'électricité en fuel lourd basculera en ce qu'on appelle du biofuel, hein, de l'huile de colza, et ce qui fait que l'énergie produite électrique qui sera produite à La Réunion sera principalement renouvelable. Mais pour l'instant, nous n'avons pas, pour en parler, développé à grande échelle pour les navires de commerce de prises électriques boracées. C'est une réflexion que nous avons, nous, à l'échelle de Port-Réunion seulement, et pour les outillages. Donc, pour l'instant, c'est plutôt Maurice qui est en avance sur le sujet par rapport à ce point-là. Et peut-être que Vias, qui est juste là, peut peut-être plus utilement répondre que nous. C'est vrai que nous avons l'expérience de la biomasse, mais nous n'avons pas mené une étude à part entière sur l'électrification de Boracay, encore. Merci pour ce témoignage. Vias Rugonote, donc secrétaire de la PIOI, originaire de Maurice, est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments? Il y a un ingénieur qui est de l'ANPA, qui est
conférence avec nous, peut-être qu'il peut réagir, peut-être de nous. Mais ça, Est-ce que c'est vous très pourriez technique. parler plus proche du micro, Vias, s'il vous plaît? Je suis désolé de vous Non, je ne peux interrompre. pas répondre parce que c'est vraiment trop technique. J'ai un ingénieur qui est avec nous là, je ne sais pas s'il est en ligne, qui pourra répondre, c'est M. Denou, je ne sais pas s'il est en ligne. Denou est en ligne. Est-ce que M. Denou est en ligne dans la salle avec vous ou est-ce qu'il est autre part? Il est normalement dans les participants. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, je vais demander à mon collègue de la technique de voir s'il est possible de laisser M. Denou intégrer les panélistes. Effectivement, Bolanat Denou de la MPA a travaillé avec nous sur l'étude Port-Vert. Oui, oui. On le connaît bien. Donc, je vais demander, s'il m'entend, à mon collègue de la technique d'ajouter M. Denou dans les panélistes, si c'est possible. On va vous revenir à ce sujet-là dans quelques instants. En attendant, je crois que Bruno Delsal, directeur général de l'AIVP, voulait dire quelques mots en réaction à ce qu'a dit Monsieur Payette, le président de la PIEI, sur les zones industrialo-portuaires durables. Ah, d'accord. Mon collègue me dit qu'on a Monsieur Denou en ligne à l'instant. C'est les joies du direct. Et donc, avant peut-être de laisser le mot, quelques mots à mon directeur, je vais laisser Monsieur Denou s'exprimer sur l'énergie verte et la biomasse éventuellement à Maurice. Bonjour. Bonjour Théo, bonjour tout le monde. Oui, justement, concernant la biomasse, à Maurice, c'est dans la partie des renewables, c'est-à-dire à Maurice, dans les energy mix, les renewables, c'est environ à 21%, et le reste, c'est dépendant des fossiles fuels. Dans le renewables, il y a la partie qui est la biomasse, c'est la bagasse. Dans la contribution totale d'énergie, la biomasse, c'est environ de 11%. Donc, c'est ça peut-être si j'ai répondu à la question. Le share de biomasse, principalement bagasse. C'est bon? Merci beaucoup. Peut-être préciser pour les participants qui ne sont pas familiers avec la canne à sucre que la bagasse, ce sont les restes, si je ne me trompe pas, donc après la récolte de la canne à sucre. Et on peut les brûler pour avoir de l'énergie, c'est ça? Quand vous parlez de bagasse. Oui, bagasse, oui, c'est les déchets à partir de la canne à sucre. Voilà, merci. Et donc, vous pouvez brûler les déchets de canne à sucre pour Voilà, faire de c'est la ça. biomasse. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous pensez, tant qu'on vous a en ligne, Monsieur Denou, que la part de biomasse pourrait représenter quelque chose de plus conséquent à l'avenir dans le mix énergétique du port ou de Maurice, ou ce n'est pas possible? Quelles sont les perspectives d'évolution? Non, pas principalement dans le port, mais parce que ça dépend de la CEB. Ce sont la CEB, la Central Electricity Board, que les producteurs. Et cette fois-ci, ça dépend un arrangement avec les Independent Power Producers, qui sont les propriétés sucrières. Donc, c'est un arrangement avec la CEB. Ils vendent l'électricité avec la CEB qui fait la distribution. D'accord, d'accord, merci. Donc la CEB, c'est le bureau central de l'électricité à Maurice, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup pour ces éléments qui sont très clairs. Je pense que nous approchons tranquillement et sûrement vers la conclusion de ce webinaire. Pardon? On peut intervenir sur le sujet? Ah, je vous en prie, bien sûr. OK. Bon, actuellement, à Maurice, la génération de l'énergie s'est faite à partir de fuel ou en alternative avec le charbon. Et pendant la saison où il y a la récolte de la canne, on s'en sert de la sous-produit de la canne, qui est la bagasse, qui est mélangée avec du charbon pour produire de l'énergie. Donc, à long terme, la politique du gouvernement, c'est de bouger complètement vers la biomasse. Et disons, c'est déclaré que vers 2030, on ne devrait plus avoir du charbon.
Donc, on est en train de travailler, au niveau du gouvernement, ils sont en train de travailler sur un projet pour faire importer de la biomasse. Et peut-être là, c'est la Réunion qui a pris le devant. On va probablement suivre, disons, la leçon de la Réunion et de voir comment on peut faire de sorte que ça se matérialise en Mauritius. Donc, l'intention, c'est de discontinuer, si vous voulez, le charbon. Merci. D'accord. Donc d'ici 2030, un objectif de passer en biomasse avec la bagasse. D'accord, c'est très clair. Et c'est très ambitieux surtout. Donc félicitations. Bien, je crois qu'à ce stade, il n'y avait pas d'autres questions dans le chat, mis à part une question qui vient de nous arriver à l'instant. Étant donné le temps et après avoir donné la parole pour un complément à Henri Dupuis, secrétaire adjoint de l'APIOI, on prendra la dernière question qui vient d'arriver dans le chat et on s'acheminera vers la conclusion de ce webinaire, mesdames et messieurs. Donc Henri Dupuis pour un complément à l'instant. Oui, mais l'excuse, en fait, je rétropédale quelque peu parce que ma collègue qui a été Priscille Labarère, qui a été plus particulièrement impliquée dans le suivi Port-Vert, et je m'en excuse vis-à-vis d'elle, me rappelle très opportunément que nous avons une étude en cours de raccordement des navires, c'est vrai, qui n'est pas au stade d'avancement de celui de Port-Louis, mais en effet, c'est un sujet. Donc, je fais amende honorable publiquement. D'accord, merci. Ouais. Merci effectivement pour le complément d'information. Donc, avant de donner la parole aux uns et aux autres pour quelques mots de conclusion de ce webinaire, il y a une dernière question qui nous a été posée dans le chat par Rémi Chauvinck. J'espère que je prononce bien, hein, je m'excuse d'avance si ce n'est pas le cas. Pour une ressource locale comme la bagasse, donc pour revenir à ce que nos collègues de la MPA et de Port-Réunion disaient, pour une ressource locale comme la bagasse, quel intérêt de l'amener vers les ports? Je suppose que c'est comparativement à d'autres industries consommatrices d'énergie. Donc quel intérêt d'amener la bagasse vers les ports plutôt que vers d'autres lieux pour la transformer en biomasse? Je crois qu'on ne s'est pas compris en fait. Nous avons toutes les deux îles de la biomasse qui est de la bagasse, qui vient des territoires et qui est produit au niveau des usines sucrières. Là, ce qui a été développé à Port-Réunion, c'est un terminal de biomasse. Et en fait, on fait venir des pellets de bois de l'étranger pour alimenter et remplacer le charbon. Voilà. Donc, l'idée à terme serait un sourcing régional. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais notre vision, et c'est un des enjeux importants qu'on a peu abordé dans l'étude ensemble, mais voilà. Si je puis préciser, quand on parle de biomasse pour le terminal, c'est pour la biomasse qui n'est pas endémique, évidemment. Il y a à la fois une production locale qui est un complément qui est fait par la production d'importation. À Maurice aussi, c'est la même politique, hein. Donc, la bagasse est actuellement produite au niveau régional. Donc, ce n'est pas dans le port. Donc, ce n'est pas importé. C'est un produit endémique qui est utilisé par les producteurs de l'énergie. Donc, la biomasse dont on parle et qui devra être importée, ce sont des pellets de bois. Et ça, ce n'est pas encore d'actualité à Maurice. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on se souvient, hein, lorsque nous sommes allés avec mes collègues, dont Jean-Marc Bénet, en mission, on se souvient des réservoirs de pellets sur le port de Port-Réunion. Donc effectivement, deux choses différentes. Je vous propose de nous acheminer vers les mots de conclusion de ce webinaire. Le directeur général de l'AIVP, Bruno Delsalle, voulait étendre, enfin faire un commentaire sur le sujet des zones industrielles ou portuaires. Et puis éventuellement, si Bruno, tu pouvais dire quelques mots de conclusion pour l'AIVP.
Merci Théo. Oui, je voulais rebondir sur deux choses, des propos qui ont été tenus par Monsieur Payette en tant que président de la l'APEI sur effectivement le port et la ville portuaire comme élément structurant d'un bassin économique plus vaste, et c'est particulièrement vrai quand on est sur des structures ou sur des territoires insulaires comme les vôtres. Je crois qu'effectivement, le rôle des ports dans ces îles est particulièrement important pour le quotidien de la population, et d'où effectivement, comme il est prévu aux Comores, de bien avoir une visibilité sur les perspectives démographiques de vos territoires, parce que l'alimentation, en particulier, de ces populations dépend en grande partie des importations. Et le débat qu'on vient d'avoir aussi sur le Pellet, les petits échanges, montrent effectivement, même si c'est bien sûr difficile, tout l'intérêt qu'il y aurait à avoir des démarches collectives et des dynamiques collectives sur l'ensemble de ces sujets. Parce qu'effectivement, créer des flux internationaux de pellets vers vos territoires prendrait tout son sens avec des systèmes de redistribution entre îles, etc. Donc là, il y a là, effectivement, on a introduit ce séminaire Océan Indien sur la question de la dynamique collective, et je crois qu'il y a là, effectivement, des opportunités très fortes. Et on les retrouve aussi, bien sûr, dans les échanges de bonnes pratiques. Et Monsieur Dupuis parlait aussi tout à l'heure, je dirais, on ne va pas dire de l'avance parce que le mot n'est pas approprié, mais je dirais de la dynamique qui est enclenchée à EOLA sur les questions de technoparc. Et voilà, on se réjouit avec la IVP d'un projet que l'on a encore avec la PIOI d'affiner un peu la connaissance justement sur ces zones, ces grandes zones économiques que l'on peut coupler à des ports, et d'essayer de voir si on peut enrichir aussi la connaissance à ce sujet pour vous la remettre et permettre aussi à chacun de se positionner. Donc voilà, je ne vais pas en dire davantage. Je me réjouis effectivement que malgré toutes les péripéties de cette étude, qui est intervenue dans un contexte sanitaire qui a énormément compliqué sa mise en œuvre, on arrive sur un document de qualité, comme l'a rappelé Monsieur Jean-Marc Bénet tout à l'heure. Voilà, c'est un très gros volume d'informations qui a été produit, des choses très fines, des choses qui ont été très argumentées. Et j'espère que tout ça va permettre dans la phase 2 de boucher sur un certain nombre d'études de faisabilité qui vont ensuite conduire sur des réalisations concrètes, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie portuaire et de la lutte contre les l'élévation des niveaux des mers, ou que ce soit sur d'autres sujets dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui sont pleinement partie prenante de cette étude. Voilà, donc je voulais juste vous remercier tout le monde pour l'investissement. Ce travail collectif, il a pu être fait grâce aux experts de l'IVP, mais aussi grâce à vous, grâce à la disponibilité de chacun dans tous les territoires. C'est vrai qu'on n'a pas pu, pour des questions logistiques et de temps, aller partout. Mais peut-être que ce n'est que partie remise, et j'espère vraiment que tout ça va déboucher pour vos territoires sur des projets d'avenir, et je vous en remercie grandement. Merci beaucoup, Bruno. Effectivement, je vais proposer maintenant, si vous le souhaitez, éventuellement au président de l'AIVP, Madame Aubras, directrice régionale AFD, voilà, si vous souhaitez rebondir sur les propos, donner quelques mots de conclusion, et nous pourrons ensuite remercier chaleureusement les participants. Est-ce que le président Payette ou Madame Aubras souhaitent conclure? Je laisse la parole à Madame Aubras d'abord, et puis je vais dire quelques mots après Théo, d'accord? Votre micro est coupé, Madame Aubras. C'est bon. On m'a dit que l'autre m'a désactivé. Donc, merci à vous pour cette séquence de cet après-midi, et notamment un grand merci à la IVP et à Théo qui a, je trouve, bien animé cette demi-journée là. Voilà.
Donc, je comprends, nous n'avons pas terminé là de travailler ensemble. Il y a une suite, il y a encore une étape à l'issue de cet échange de cet après-midi. Donc, moi, j'invite les équipes à vraiment à poursuivre cette prochaine étape et à capitaliser vraiment sur les travaux qui ont été réalisés. Et il est vrai que pour nous, groupe AFD, cette étude a été réalisée sur, sur le bassin océan Indien. Bon, j'ai vu que dans la liste des invités, il y avait des participants de nos bassins Pacifique et Atlantique. Donc, nous, de notre côté, notre objectif serait aussi de capitaliser cette opération sur l'océan Indien, sur nos deux autres zones d'implantation qui constituent notre département Trois Océans. Voilà. Donc, merci à tous les participants, aux organisateurs et à très bientôt. Merci infiniment, Madame Aubras. Monsieur Payette. Merci, Théo. Vous m'entendez? C'est bon? Je vais passer la parole. Je vous remercie d'avoir initié cette conversation avec tout le monde, surtout les îles de l'océan Indien, la POI, qu'on est partant, qu'on appartient à cette famille de ces petites îles. On voit, entre guillemets, on voit des disparitions si on ne fait pas quelque chose de sérieux, et aussi de voir comment on peut implémenter la chose comment pour qu'on puisse sauvegarder nos côtes, nos ports, et ainsi de suite, pour une génération future. Comme vous savez très bien, les Seychelles, on est en train de faire beaucoup dans nos petites îles, les ports de développement Latic, Praslin, et surtout la grande port de développement de Mahé. Et il faut prendre en considération toutes ces données qu'on a trouvées et l'idée et les projections, comment on peut le faire bien pour qu'on puisse vivre dans ces îles confortables pour le futur. Je vous remercie encore, mes collègues de la POI et everybody on board of this webinar today. It's been a very fruitful and productive meeting, and I hope that we can opt for in the near future to discuss at length, if not face à face, pour qu'on puisse avoir des développements un peu plus concrets. Merci encore. Et j'en profite pour remercier mes collègues de l'AIVP et de la technique qui sont derrière ce webinaire et notre interprète Lionel qui a fait face au bilinguisme endémique des îles de l'océan Indien. Et donc, merci encore à notre collègue interprète. Une très bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire de l'AIVP et éventuellement pour notre prochaine Assemblée Générale à Venise, en Italie, les 16 et 17 novembre prochains. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir mesdames, au revoir messieurs. Not safe.